Alors bienvenue, je vous accueille au centre des opérations scientifiques de Khéops, donc c'est un endroit très modeste. Khéops, c'est le satellite suisse et européen. Il photographie l'espace profond depuis 5 ans pour étudier les exoplanètes. Des photos analysées par cet astrophysicien genevois qui ont révélé des intrus inattendus. Dans les premières images, on a vu des traînées lumineuses qui traversaient toute l'image. Et il nous a fallu quelques minutes pour comprendre que ce qu'on voyait, c'était en fait des débris ou des satellites qui traversaient le champ de vue de Khéops. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à en avoir de plus en plus. Et au bout de quelques années, on a commencé à faire des statistiques sur ce qu'on voyait dans l'espace. Donc malgré nous, on est un super observatoire de débris. Et ils sont nombreux, ces débris, quand on regarde le trafic orbital à la hauteur du satellite suisse. On commence avec Khéops qui est fixe dans le ciel et on suit justement Khéops. Ceux qui ont cette allure-là et le petit train là, tout cela là, les verts, ça c'est du Starlink. Donc ceux-là c'est des télécoms ou observations de la Terre. Ceux-là là, qui tournent, c'est des morceaux de fusée qui sont sans contrôle. Et enfin ceux qui sont en rouge, c'est des débris qui sont catalogués. Ça fait peur quand on voit ça, non? Oui, ça fait peur, ouais, il y a du monde. La plateforme Léolabs, accessible en direct, permet de visualiser le trafic à une échelle fortement agrandie. On y voit quelques 35 000 morceaux répertoriés de plus de 10 cm. On ne voit pas là, en revanche, les 200 millions estimés de débris plus petits qui dérivent au milieu des satellites actifs et peuvent à tout moment provoquer une collision. Le premier, c'était Spoutnik, en 1957. Tout seul, a tourné autour de la Terre pendant 3 mois. Depuis, le longtemps très fermé club de l'espace s'est considérablement agrandi. Les Européens, les Indiens, les Chinois, mais aussi les Nord-Coréens, les Iraniens, tout le monde veut son satellite. Avec Elon Musk et SpaceX, le boom prend une dimension stratosphérique. Plus de 7000 Starlink à ce jour qui prennent au moment de leur déploiement la forme d'un train bien visible, y compris depuis le ciel suisse. Et le rythme augmente. 3 déploiements en moyenne chaque semaine, 221 Starlink supplémentaires depuis le début du mois. Des satellites que l'astronaute américain Don Petit a saisis de la Station spatiale internationale, les comparant à des lucioles cosmiques. La Suisse n'exploite pas ses satellites propres et dépend des Européens pour ses communications et observations, à l'exception de Khéops, conçu en partie à l'Université de Genève et chéri par les astrophysiciens qui manipulent ici sa réplique à l'identique. Un Khéops tout beau, presque pas poussiéreux. L'original navigue à 700 km au-dessus de la Terre. Le précieux satellite est imposant, mais il n'est pas à l'abri d'un accident. Et s'il rencontre un débris spatial, par exemple? Je ne peux pas y penser. Catastrophe. Le débris spatial, n'importe quoi que ce soit, même un petit boulon, Khéops va à peu près à 40 000 km/h. La plupart des débris à cette orbite-là ont la même vitesse. Donc ça fait des vitesses relatives qui sont énormes. Donc même un petit boulon, un petit quelque chose qui tape Khéops, qui le traverse et qui casse le miroir, la mission est finie. Si ça casse l'ordinateur de bord, c'est fini. Si le boulon tape le réservoir de carburant, il y a une explosion énorme et tout ça part en pièces et ça fabrique des milliers et des milliers d'autres débris. Donc en fait, c'est quand même super fragile un satellite. Depuis le début de la mission, on a quand même eu une quinzaine d'alertes de collision. Et quand c'est comme ça, vous dormez plus? Alors la première, elle a été un petit peu stress, la première manœuvre d'évitement, mais maintenant c'est routine, on est avec une équipe qui fonctionne bien, les gens sont super calmes, super pros, jusque-là tout va bien. Mais dans l'espace, tout ne va pas toujours bien. Et si elles ne font pas de bruit, les collisions ont pourtant bien lieu.
La plus célèbre date de 2009. Un satellite américain et une épave russe se rencontrent à très grande vitesse. La collision à elle seule a doublé la quantité de débris alors dans l'espace. La station internationale, elle aussi, a été touchée. Plusieurs alertes ont poussé les astronautes à devoir se protéger. We were recently informed of a satellite breakup and need to have you guys start reviewing the safe haven procedure. À ce jour, rien d'aussi catastrophique que le scénario de Gravity, mettant en scène un nuage de débris et une réaction en chaîne détruisant la navette, l'ISS et l'intégralité des communications satellitaires. Dans la réalité, de nombreuses instances travaillent pour prévenir de tels accidents, tel le Centre d'études de l'espace à Toulouse. Un des acteurs qui œuvre pour la non-prolifération des débris au niveau international est Laurent Francillou, qui se veut rassurant. Une telle collision et ses conséquences sont aujourd'hui évitables. On a été sensibilisé à la problématique des débris à travers le film Gravity. Dans la réalité, ça ne se passe pas avec un tel catastrophisme. En réalité, on n'a pas un champ de débris qui se propage comme ceci. On a plutôt des débris qui sont sporadiquement dans l'espace, mais les plus gros débris sont traqués. Et lorsqu'ils croisent la trajectoire d'un satellite ou la trajectoire de la station spatiale, eh bien, on effectue une manœuvre d'évitement. Des manœuvres complexes initiées dans cette salle de contrôle où le trafic est suivi en permanence. Celui-là, on les a contactés. À chaque fois, c'est avec le même satellite ou à seuil ? Non. Ah, c'est du radar. Un service anti-collision développé pour les satellites français et les clients internationaux qui veulent protéger leur engin d'un accident. Tout le monde est en train de travailler, on a tout le temps des risques de collision à gérer. Aujourd'hui, on en a plusieurs et du coup, vu que tout le monde est concentré un petit peu sur son ordi, j'essaie de ne pas parler trop fort, voilà. Donc ça, c'est tous les satellites pour lesquels on fournit un service d'anticollision en orbite. Donc il y en a à peu près 250 de représentés ici. En tout, on en suit 500. Donc vous avez... tous les satellites qui existent. C'est pas tous les satellites qui existent, non. Sinon, ça serait beaucoup plus congestionné. Voilà. Donc parfois, le risque est élevé. Et là, il faut entamer une communication. D'abord avec le satellite primaire, qui est le satellite à qui on fournit un service anti-collision. Donc on lui donne des informations sur le risque à venir, la date, la probabilité de collision à cette date-là. Et ensuite, le secondaire, parfois c'est un débris, donc on ne contacte pas un débris. Puis parfois c'est un satellite actif. Il peut être français, européen, international. Donc là, il faut engager les communications avec l'opérateur de ce satellite. Donc l'idée, c'est de se coordonner et de savoir dans ce cas-là qui va manœuvrer, qui prend en charge l'évitement, puisque il y a certains satellites qui ne peuvent pas bouger forcément comme ils veulent. Il y a des satellites qui n'ont pas assez de propulsion, n'ont pas assez de capacité pour faire de l'évitement. Donc là, s'ensuit tout un jeu de coordination. Les satellites ont une courte vie, 5 à 10 ans en moyenne, et pendant longtemps, on ne s'est pas préoccupé de leur fin. Mais ça change. Aujourd'hui, on peut équiper les satellites de façon à ce qu'ils restent inertes et stables une fois inactifs, prêts au désorbitage dans l'idée d'un espace plus durable. Aujourd'hui, techniquement, nous serions capables d'avoir une empreinte zéro débris pour nos satellites. Ce n'est qu'une question de volonté. Et derrière la volonté, il y a un coût. Donc pour que ce coût soit pris en charge, il est nécessaire quand même d'avoir une réglementation. C'est ce qui a été fait en France. Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, est d'accord autour de cette philosophie, cette notion de zéro débris ? Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'ensemble des pays de la nécessité de réduire la population de débris, puisqu'en fait, on est sur un bien commun qui sont les orbites. En particulier, aux Nations Unies, un ensemble de lignes directrices ont été édictées dans le cadre du COPOS, qui est le Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace exo-atmosphérique. 21 lignes directrices qui ont pour objectif de s'assurer d'une sécurité et d'un espace durable pour l'ensemble des pays. Donc il y a une vraie prise de conscience. Donc on commence à réfléchir à, en tout cas, pas forcément nettoyer l'espace, mais au minimum stabiliser la population. C'est vraiment ce qui est important. Aujourd'hui, on sait faire des opérations spatiales avec cette population de débris. Mais dans le futur, si cette population augmente, si elle est doublée, triplée, eh bien peut-être que sur certaines orbites, il ne sera plus intéressant de faire des opérations spatiales. Got
On a bien tenté de nettoyer l'espace. Dans les années 90, la NASA envoie sa navette Endeavour récupérer un satellite perdu pour le remettre à la bonne orbite. Des mois de préparation, 3 tentatives à la force du poignet des astronautes pour enfin réussir à le capturer. Coût estimé de l'opération, $1 milliard. The third time was a charm. C'est plus proche de chez nous qu'une solution plus économique se dessine. Nous sommes à Renan, chez ClearSpace. La start-up issue de l'EPFL espère bien être la première à jouer l'éboueur spatial. Le contrat de développement est financé par l'Agence spatiale européenne à laquelle la Suisse participe. La mission doit être minutieusement préparée, une aventure hautement technologique pour la start-up du Vaudois Luc Piguet. Donc ça, c'est notre salle noire. C'est dans cet environnement-là qu'on simule le comportement des objets en orbite. C'est un peu comme un laboratoire spatial. Donc il suffit d'éteindre la lumière et on est dans l'espace. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la dépanneuse. Donc la première mission, ClearSpace One, on va aller chercher un satellite qui s'appelle le Proba 1. C'est un satellite qui a été produit par l'ESA il y a une vingtaine d'années, qui devait avoir une durée de vie en orbite de 7 ans, qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et puis on va démontrer finalement toute la chaîne de valeur d'aller capturer un objet non coopératif en orbite. Ça veut dire un objet qui n'est pas préparé. C'est comme attraper une voiture qui est en train de faire des tonneaux sur l'autoroute. Et ça, c'est la raison pour laquelle le système de capture qu'on a, c'est une grande pince. Parce que ça permet d'encapsuler l'objet avant de le capturer. Donc on prévoit un lancement à peu près en 2028. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment vivre sans l'infrastructure spatiale. Toute notre économie en dépend. On dépend du GPS pour synchroniser les serveurs, on dépend de satellites pour nos systèmes bancaires, pour toutes les chaînes de distribution qu'on a aujourd'hui utilisent des technologies satellitales. Toutes les alarmes pour des tsunamis, par exemple, ou des tremblements de terre sont faites par des systèmes de satellites. Toutes les communications nécessaires dans beaucoup de parties du monde ont besoin de systèmes de satellites. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment vivre sans se projeter 50 ans en arrière. L'espoir porté par un espace plus propre, c'est d'éviter ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Une avalanche de collisions provoquée par les débris existants, augmentant les morceaux de manière exponentielle jusqu'à rendre l'orbite inutilisable. Si on veut que nos enfants puissent explorer l'espace et leurs enfants puissent explorer l'espace, c'est notre responsabilité d'éliminer ce qu'on a mis en orbite, en particulier pour les objets qui restent très longtemps en orbite. Et ces objets-là, ce sera nos enfants, nos petits-enfants qui devront gérer les problèmes qu'ils auront générés. Sur l'orbite basse, les satellites finissent par rentrer dans l'atmosphère, s'y consumant souvent intégralement. Plus en hauteur, en revanche, ils peuvent dériver des milliers d'années, traces indélébiles des ambitions humaines.